Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, quand on entend le mot individualisme, on pense presque direct à l'égoïsme ou au fait de se replier sur soi, pas vrai? Mais en fait, la sociologie nous révèle une réalité beaucoup plus nuancée et franchement fascinante. L'individualisme, ce n'est pas du tout un bloc monolithique. Il possède en réalité deux visages très différents qui façonnent silencieusement nos démocraties et nos relations au quotidien. Alors on va plonger ensemble dans les textes fondateurs pour comprendre comment ces deux forces sculptent notre monde d'aujourd'hui. Alors, au programme, pour bien comprendre tout ça, on va d'abord décortiquer cette fameuse dualité, puis on analysera le visage particulariste, suivi de très près par le visage universaliste. Ensuite, on regardera comment ça déclenche le processus d'individualisation, comment ces forces coexistent dans la vraie vie, et on terminera par notre grand dilemme numérique. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, la dualité, qui est, on va le voir, bien plus complexe qu'une simple histoire de chacun pour soi. En sociologie, il faut vraiment manier le mot individualisme avec une immense précaution, tout simplement parce qu'il englobe deux modèles qui s'opposent totalement. D'un côté, on a l'individualisme dit particulariste. C'est celui qu'on critique le plus souvent, cette fameuse culture narcissique du chacun pour soi. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça devient super intéressant, se dresse l'individualisme universaliste. Et lui, il est ultra positif. C'est carrément le fondement de la liberté personnelle et de l'autonomie démocratique. Bref, c'est une force qui libère plutôt qu'elle n'enferme. Ces deux visages, ils ont énormément évolué au fil du temps. On passe des toutes premières observations du phénomène démocratique par Tocqueville dès 1835 aux grandes libérations sociales de ce qu'on appelle la seconde modernité dans les années 60, pour arriver tout droit à notre ère hyper connectée avec l'individualisme en réseau d'aujourd'hui. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, le visage particulariste ou le fameux repli égoïste. Explorons un peu cette face plus sombre. En 1835, le penseur Alexis de Tocqueville repère un paradoxe complètement fou. Il théorise que plus nos sociétés deviennent démocratiques et égales, plus les individus ressentent une frustration relative. En gros, on se compare sans arrêt. On devient un peu obsédé par notre propre bien-être matériel, on veut toujours la même chose, voire mieux, que son voisin. Et cette obsession, au final, elle vient écraser le concept même du « nous ». Et les conséquences de cette mentalité sont quand même vertigineuses. Ça crée un véritable effet de porte close, où l'on s'enferme dans sa bulle privée. Ça engendre une réelle décitoyenneté. On se désintéresse de la politique, du bien collectif, des plus vulnérables. Et à l'échelle mondiale, ça paralyse complètement la coopération. Pensons aux traités climatiques internationaux. C'est la fameuse mentalité du passager clandestin, où l'on profite allègrement des efforts des autres sans rien payer soi-même. Et ça, c'est la définition même de l'individualisme particulariste. Passons maintenant à la troisième partie, beaucoup plus lumineuse. Le visage universaliste, centré sur l'autonomie et l'émancipation. Là, on fait carrément pivoter le miroir. Comme l'a si bien fait remarquer le sociologue Émile Durkheim, il ne faut absolument pas confondre tout ça avec de l'utilitarisme étroit ou un culte narcissique. Pas du tout. L'individualisme universaliste, c'est la consécration de la libre pensée. C'est un socle qui repose sur des principes de liberté qui peuvent et doivent être universellement acceptés. Ce visage s'est vraiment imposé pendant ce que le sociologue François de Singly appelle la seconde modernité, vers la fin des années 60. À cette époque, il y a eu un élan massif pour s'émanciper des structures traditionnelles un peu trop rigides, comme la pression du village, de l'Église ou de l'État. L'idée centrale, ce n'était pas de finir tout seul dans son coin, mais plutôt d'avoir la liberté de choisir ses propres liens sociaux. Tout cela nous amène de façon très fluide à notre quatrième partie, le fameux processus d'individualisation. C'est vraiment crucial de comprendre comment ce cadre universaliste se traduit concrètement dans notre quotidien. Ça crée un processus vital et super actif qu'on appelle l'individualisation. En fait, c'est l'individualisme universaliste en action. Les gens prennent peu à peu leur distance avec les cadres collectifs stricts, comme leur classe sociale d'origine, pour cultiver leur propre autonomie, tout en gardant, et c'est le plus important, des liens sociaux très variés. La mécanique, expliquée par les sociologues, est implacable. Étape 1, on a notre fondation, l'individualisme universaliste qui garantit notre liberté. Ça déclenche l'étape 2, l'individualisation, le moment où l'on se différencie des contraintes imposées. Et enfin, étape 3, ça aboutit à l'individuation. C'est le moment précis où l'on atteint une vraie responsabilisation, une autonomie concrète et une véritable estime de soi. Le résultat final est paradoxal, mais tellement logique quand on y réfléchit. On pourrait croire que s'affirmer et devenir unique, ça isole. Eh bien, c'est littéralement l'inverse. Ce processus tisse une toile complexe de liens sociaux diversifiés. La vraie liberté ne vient pas d'une absence totale de contraintes, mais des contraintes qu'on a délibérément choisies. Ça prouve une chose magnifique. Pour exister pleinement, le singulier a absolument besoin du collectif. Voyons ce que ça donne concrètement dans notre cinquième partie, la coexistence dans le monde réel. C'est fascinant d'observer comment ces concepts se manifestent sur le terrain, parce que ça varie énormément. Si on regarde la géographie, l'Europe de l'Ouest et du Nord valorise très fortement cette individualisation et l'autonomie.
Mais en Europe de l'Est, c'est très différent. On maintient beaucoup plus ces devoirs collectifs traditionnels, tout en émettant de façon assez surprenante de forts signaux d'égoïsme particulariste. Ces deux visages de l'individualisme cohabitent donc de manière extrêmement complexe avec le poids des traditions. Cette coexistence nous démontre la conclusion centrale de ce décryptage. Une société possède des couches extrêmement complexes. La liberté ne s'oppose pas du tout à la solidarité et l'autonomie ne conduit pas à l'isolement. C'est tout simplement impossible de trouver un sens profond à son existence en dehors de notre lien aux autres. Et pour terminer, plongeons dans notre 6e et dernière partie, le dilemme numérique. Impossible de finir cette exploration sans parler du grand bouleversement de notre époque, Internet. Aujourd'hui, on vit en plein dans l'ère de l'individualisme en réseau. C'est un vrai changement de paradigme, où chaque personne opère depuis le centre exact de son propre écosystème numérique, tissant une toile d'interaction ultra personnalisée à travers le monde entier. Et ça nous laisse avec une question vraiment profonde pour clôturer ce sujet. Est-ce que les plateformes numériques ne font qu'amplifier un repli narcissique et particulariste, ou bien sont-elles silencieusement en train de recomposer notre cohésion sociale à travers une toute nouvelle forme d'individualisation universaliste? C'est un vrai défi pour l'avenir de nos sociétés, et ça donne définitivement de quoi réfléchir lors de notre prochaine connexion en ligne.